Bonjour à toutes et bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir pour ce nouveau numéro de Cast Campus, le podcast qui va à la rencontre des acteurs de nos campus. Pour ne manquer aucune information, pensez à vous abonner à nos réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous allons parler de la cellule de signalement des discriminations, des violences de genre sexistes et sexuelles. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir Hélène Bretin et Arthur Vuattou. Ils sont tous les deux maîtres de conférences en sociologie à l'UFR SMBH. Hélène Bretin, bonjour. Bonjour. Arthur Vuattou, bonjour. Bonjour. Alors, j'ai une première question à vous poser à propos de cette cellule de signalement des discriminations, des violences de genre sexistes et sexuelles. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi cette dénomination ? Cette cellule de signalement, elle a une dénomination un peu générique, comme ça, on dit signaler. Signaler, c'est alerter, permettre aux étudiants et au personnel de l'université d'alerter des cas de discrimination, de violences sexistes, sexuelles et de genre qui peuvent se rencontrer en fait à l'université. Et l'idée, évidemment, derrière ces signalements, c'est d'accompagner, notre rôle est d'accompagner les personnes victimes ou témoins de ces faits dans un certain nombre de démarches qu'on va pouvoir, j'imagine, détailler ici. Et alors Hélène, justement, pourquoi cette cellule dans notre université et pourquoi maintenant ? Dans notre université, comme dans toutes les universités, en réalité, puisque c'est une obligation légale et qui est portée par le ministère de l'Enseignement supérieur et puis portée aussi par l'ensemble de la fonction publique, c'est-à-dire que ce type de dispositif doit s'étendre et se mettre en place dans les établissements publics et privé d'ailleurs, et aussi veiller au confort de vie et de travail et à la prise en charge des violences que les personnes peuvent subir dans ces différents contextes. Et alors justement, intuitivement, on pense évidemment que cette cellule de signalement des discriminations et des violences s'adresse en priorité aux usagers, c'est-à-dire à nos étudiants. Mais est-ce que c'est également le cas pour les personnels, les enseignants, pour les agents administratifs, pour les personnels de ménage, les gens qui circulent dans l'université ? La réponse est oui, c'est pour tout le monde. C'est une ambition élargie qui consiste effectivement à prendre en compte l'ensemble des personnes qui sont amenées à vivre ici ensemble pendant une partie de la journée, de la semaine. Et cela signifie, alors on pense aux étudiants en priorité, et c'est normal, c'est logique, mais les violences sexuelles et sexistes et les discriminations sont aussi des caractéristiques des conditions de travail. On le sait depuis longtemps, ça n'a rien de spécifique, l'université n'a rien de spécifique à cet égard-là, et c'est à ce titre-là aussi que les personnels peuvent saisir la cellule, y compris d'ailleurs pour des situations de violence hors du milieu professionnel, par exemple des violences domestiques, et le cas échéant, être accompagnés sur des situations qu'ils ne parviennent ou qu'elles ne parviennent pas nécessairement à évoquer dans un autre cadre. La cellule peut aussi permettre ça. Malgré le poids des freins psychologiques, du poids hiérarchique, vous arrivez à connaître des cas et de certains cas et pouvoir aider ces personnes ? On a eu effectivement des cas de personnels qui nous ont contactés dans l'année qui vient de s'écouler parce qu'on a connu la première année complète de fonctionnement de la cellule de signalement l'année dernière. On a moins de cas de personnel que de cas d'étudiants. Alors il y a sans doute des freins, effectivement, et ces freins, on va essayer progressivement de les lever. Un des freins, sans doute, c'est les conséquences que peut avoir un signalement. Et je pense qu'il est important ici de rappeler que le signalement va être reçu par 3 personnes seulement. Nous, Hélène Bretin, moi, Arthur Vuattou et Nathalie Ferré également, et dans un cadre de confidentialité stricte, c'est-à-dire que le signalement, tant que la personne ne nous demande pas de faire avec elle des démarches, de l'accompagner dans des démarches, restera entre nous
et ne sera jamais du coup divulgué. Donc l'anonymat est garanti, la confidentialité est garantie, et donc c'est important de le rappeler parce qu'effectivement je pense que certaines personnes peuvent imaginer qu'un signalement aurait des conséquences immédiates, etc. Or on n'est pas un service de ressources humaines, on n'est pas la présidence de l'université, même si on en dépend, on est tenu à une forme de confidentialité comme toutes les cellules de signalement. Mais qu'est-ce qui est fait ensuite par vous concrètement suite au signalement ? Comment vous agissez ? Comment vous intervenez éventuellement ? J'ai envie de dire, ça dépend de la nature du signalement. Tous n'appellent pas le même type d'accompagnement. Il n'y a pas un protocole systématique. C'est ce qu'on dit ensemble aux étudiants en début d'année quand on présente la cellule, c'est que le risque le plus important que vous preniez, c'est qu'on vous réponde. Et c'est effectivement la première chose. C'est-à-dire que la première chose qui se passe, c'est qu'on a une adresse mail dédiée que nous sommes 3 à pouvoir utiliser, mobiliser. On recontacte la personne, soit par écrit, soit par téléphone, si elle laisse son numéro de téléphone et qu'elle demande expressément à ce qu'on la contacte, pour voir avec elle dans un premier temps ce qu'elle souhaite faire, parce que ça dépend aussi du degré d'information qu'elle livre dans le premier signe, j'ai envie de dire, qu'elle nous fait. Parfois, certaines écrivent des mails assez longs en développant une situation. Et puis d'autres sont au contraire très concises et finalement attendent de nous avoir en interaction, que ce soit par téléphone ou en face à face, et pour nous expliquer la situation. Et là, ce qu'on propose dans un premier temps, c'est ou de les contacter ou de les recevoir. C'est systématique. Et on voit avec elles, dans ce cas-là, ce qu'elles souhaitent faire avec nous et ce qu'elles attendent de nous. Certaines attendent un accompagnement sur du long terme, entre guillemets. D'autres ont juste besoin de parler de quelque chose et attendent de nous un soutien ou une écoute. Et puis d'autres encore veulent savoir comment on fonctionne et ce qui va se passer si elles en disent plus. C'est très varié et cet accompagnement peut être très ponctuel comme il peut être un peu allongé dans le temps. D'accord. Et alors, selon les cas, comme vous les évoquez, la personne victime ou qui se sent victime, pourquoi sollicite-t-elle plutôt la cellule de signalement et des discriminations plutôt que des associations extérieures, plutôt que la police, plutôt que d'autres entités ? Et est-ce qu'un cumul est possible ? Est-ce qu'il y a une exclusivité ? Comment vous agencez les choses ? Si je comprends bien, vous, cette cellule, vous êtes un premier pas, en fait. En fait, il faut nous percevoir sans doute comme une cellule d'orientation des victimes ou des témoins, c'est-à-dire qu'on oriente les personnes vers les prises en charge les plus adaptées. C'est notre rôle, en fait, d'avoir une lecture de la situation, d'accompagner les personnes et de savoir où il est pertinent, en fait, de poursuivre. Alors, pour vous donner une idée précise, par exemple, on a au moins 2 voies principales lorsqu'il y a des faits qui nous sont décrits, par exemple, de harcèlement, de violences sexuelles, d'agression, par exemple, sur le campus. C'est la voie disciplinaire interne à l'université, c'est-à-dire faire en sorte que soit ouverte une procédure disciplinaire envers les étudiants auteurs des faits ou envers les personnels. Et c'est la voie pénale, évidemment. Donc l'accompagnement, alors là, ça dépend un peu moins de nous, mais malgré tout, ça en dépend. C'est-à-dire qu'on peut accompagner la victime à un dépôt de plainte. Alors soit l'accompagner, la préparer à ce dépôt de plainte, voire l'accompagner physiquement au dépôt de plainte, parce qu'il y a des vraies barrières à aller dans un commissariat, et parfois on sait que par ailleurs, il arrive qu'on n'y soit pas toujours bien reçu. Donc l'enjeu, c'est aussi de pouvoir accompagner les victimes de ce côté-là. Et puis, il y a un enjeu qui dépasse tout ça, qui est l'enjeu de protection immédiate des personnes. C'est-à-dire qu'on a un rôle aussi, on oriente, mais on doit aussi protéger dans l'immédiat les personnes. Si, par exemple, on a une situation de violence potentielle qui peut se répéter sur un campus, on sait que des choses se sont passées, que potentiellement elles peuvent revenir. On a la possibilité là d'avoir soit des contacts avec les services de sécurité de l'université, de voir parfois avec les responsables de formation pour des changements, par exemple, de groupes de TD, ce genre de choses. Et c'est ce type de mesures qui sont très importantes en fait pour les personnes qui viennent nous voir, de protection immédiate et d'orientation dans les diverses voies qui s'offrent à nous.
D'accord. Et avec ces 1 an de recul, si je comprends bien, ou à peu près, est-ce que vous avez observé des freins particuliers des personnes en demande victimes ou qui se sentent victimes? Est-ce que vous avez les moyens également de les rassurer, de dédramatiser leur démarche? Mais il y a une chose qu'on peut dire, c'est que le grand pas qui est fait, il me semble déjà, c'est l'existence de cette cellule, parce que sa présence montre qu'il y a des choses qui sont faisables auprès d'un public qui souvent est sceptique sur la possibilité d'être entendu, d'être compris, et que la situation soit prise en charge. Quelque chose qui compte aussi beaucoup et face à quoi on est impuissant, c'est la longueur du temps juridique et de traitement des affaires. Et de ce point de vue-là, même si on n'y peut rien, on peut accompagner les personnes pendant ce temps long qui donne le sentiment que parfois c'est vain et inutile. Et je crois que s'il y a un des messages et une des missions que l'on a, nous, les chargés de mission, dans cette perspective-là, c'est précisément d'accompagner et de dire que si ça sert à quelque chose, que si il y a des choses qui peuvent être faites en deçà et avant d'aller jusqu'à la plainte, parce qu'il y a des choses qui peuvent se régler qui ne relèvent pas forcément du pénal, qui font partie de la vie universitaire, qui font partie des choses qui doivent être prises en charge, qui doivent être cadrées et qui relèvent des obligations de l'établissement envers et son personnel et les étudiants qu'il fréquente. Et ça, c'est très important. Il n'y a pas que la police, même si c'est très important. Et ça, je pense que c'est un message important pour installer la confiance aussi dans l'existence d'un accompagnement. D'accord. Et alors, mon avant-dernière question va vous paraître un petit peu paradoxale. Je vais vous demander de répondre simplement à la question suivante. Comment vous gérez les cas complexes? Je pense par exemple à une personne qui serait en difficulté par rapport à un logement et qui serait à risque de ce fait au niveau de violences physiques, sexuelles par exemple. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de gérer des cas complexes et comment vous faites? Alors oui, c'est des situations qu'on rencontre fréquemment, malheureusement, j'ai envie de dire, du fait d'un cumul de vulnérabilité de nos étudiants et de nos personnels, par ailleurs, très souvent, c'est-à-dire à la fois des formes de précarité, par exemple, face au logement, qui vont se cumuler du fait de cette précarité face au logement à des formes de dépendance, par exemple, financière, avec un logeur, avec quelqu'un de la famille potentiellement, qui peut s'avérer un jour ou l'autre devenir violent, et y compris commettre des faits de violence sexiste et sexuelle. Et c'est donc, en fait, ce cumul de vulnérabilité-là qu'on essaye, nous, d'analyser. On l'a rencontré fréquemment dans les demandes qui nous ont été faites. Alors, c'est compliqué. Ça veut dire qu'il faut agir sur plusieurs fronts. On rencontre parfois des étudiants, surtout des étudiantes, où l'enjeu est à la fois la question de la santé mentale, c'est-à-dire d'arriver à fournir une aide psychologique à une détresse comme ça immédiate, en même temps un accompagnement pénal parce qu'il faut aller porter plainte, que les personnes désirent porter plainte. Et puis, il y a l'enjeu du logement, le logement d'urgence pour des étudiants, des étudiantes qui se retrouvent en fait sans logement, puisque très souvent, les choses ont dégénéré et se retrouvent à venir vers nous, avant tout, pour une recherche de logement qui est une sorte de condition pour aller mieux, évidemment, pour elles. D'accord. Et ma toute dernière question sera sur l'avenir. Quelles sont les perspectives pour vous au sein de cette cellule de signalement des discriminations, des violences de genre sexistes et sexuelles, en partant du postulat que vous avez déjà 1 an de recul et d'expérience? Est-ce qu'il y a des grands chantiers? Est-ce que vous souhaitez simplement poursuivre dans la lignée ou est-ce qu'il y a de grands projets de mise en place? Je pense que la question de la visibilité n'est pas totalement résolue. Je crois que chaque année, le jeu est à rejouer puisque de nouveaux étudiants arrivent. Donc, petit à petit, une forme de, entre guillemets, de culture de la protection. Enfin, c'est un peu, j'aime pas cette formulation, mais en tout cas, vous comprenez l'idée, quoi. Va se mettre en place pour l'accompagnement, et ça, c'est important. Donc, ce chantier-là, c'est pas on l'a ouvert l'an dernier avec l'existence. Faut maintenir ça, cette présence-là. C'est des fronts de lutte, entre guillemets, sur lesquels il faut jamais lâcher. Je pense que ça va jamais vraiment de soi, et il faut maintenir l'information. Ça existe.
existe, ça existe, ça existe, et vous pouvez y être accompagné. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de continuer un peu à rayonner, parce que jusqu'ici, on a construit la cellule, Arthur l'a expliqué, elle fonctionne pas toute seule, elle fonctionne avec un comité consultatif, c'est-à-dire que bien évidemment, nous, on est en relation avec des personnes qui, au sein de l'université, vont nous accompagner et auxquelles on va passer la main sur un certain nombre de cas, au niveau des ressources humaines, au niveau du service juridique, au niveau de la médecine préventive, au niveau de l'assistance sociale, du CRUS, etc. Donc, on a des partenaires. Il faut qu'on continue à travailler avec ces partenaires, bien évidemment, et ça se tient. Et il faut que l'on travaille aussi la collaboration avec des partenaires extérieurs. Ça n'est pas inexistant, hein, mais on doit maintenant se faire connaître de manière plus nette des commissariats des alentours, des tribunaux des alentours, puisqu'il y a des circonstances dans lesquelles des affaires peuvent être amenées devant la justice, le cas échéant. On ne sait jamais. Eh bien voilà une bonne avancée pour ce sujet important dans la vie universitaire et à l'université. Et alors justement, pour finir, très concrètement, où peut-on vous contacter ? Alors, on peut nous contacter à l'adresse signalement@unif-paris13.fr. Signalement au singulier. Oui, au singulier. Merci beaucoup, c'était Hélène Bretin et Arthur Vuatou qui sont chargés de mission à la cellule de signalement des discriminations, des violences de genre sexistes et sexuelles. Merci. Merci à vous. Merci de nous avoir écoutés. Nous nous retrouvons bientôt pour un prochain épisode. Vous pouvez retrouver en commentaire tous les liens que nous avons cités dans cet épisode. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous laisser une bonne note sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez et à nous partager en story sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez également nous laisser des commentaires, poser des questions, partager vos expériences et nous suggérer des sujets qui vous concernent. Merci, à bientôt.